en magasin. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro à 8h13. Bonjour Guillaume. Bonjour David. J'ai intégré l'hypothèse que je ne puisse pas me présenter, je ferme les guillemets. C'est Marine Le Pen qui le dit dans un entretien à Valeurs Actuelles. En quoi cette phrase est-elle importante ? Elle est importante dans la mesure où c'est la première fois que Marine Le Pen se place explicitement dans cette hypothèse, celle de ne pas pouvoir se présenter. Alors on sait qu'elle a fait appel de sa condamnation avec inéligibilité et que l'appel aura lieu à l'été 2026, donc dans un an. Mais jusqu'à présent, la ligne c'était « on n'envisage rien d'autre d'ici là » qu'une candidature de la présidente du groupe. Et tous ceux qui anticipaient la candidature de substitution de Jordan Bardella étaient suspectés de vouloir affaiblir la patronne, comme ils la désignent entre eux. Le passage de relais était un tabou. Eh bien, Marine Le Pen le brise elle-même. Alors pourquoi le brise-t-elle ? Pourquoi elle change d'attitude et surtout de discours ? Écoutez, il y a d'abord un principe de réalité. Marine Le Pen a été condamnée. Bon, que sa peine soit atténuée et que l'inéligibilité soit retirée, ce n'est pas totalement exclu, mais ce n'est pas non plus le plus probable, loin de là. Donc persister pendant encore un an à faire comme si la question ne se posait pas, ça confine au déni. Le réalisme est quand même un préalable à la crédibilité. Ensuite, on voit bien comment, depuis le jugement du 31 mars, être dans le non-dit sur la candidature à la présidentielle empoisonne le climat interne au Rassemblement national. Chaque mot de Jordan Bardella est scruté par les affidés de Marine Le Pen pour voir s'il ne se verrait pas un peu trop tôt calife à la place du calife. Et puis, médiatiquement, on leur pose éternellement cette même question, si bien que ça empêche le RN de se faire entendre sur d'autres sujets. Alors, la candidate officielle a donc décidé de dire elle-même ce qu'elle s'agaçait d'entendre dire par les autres, et les mots sont pesés. J'ai intégré l'hypothèse que je ne puisse pas me présenter. Jordan a intégré la possibilité qu'il doive reprendre le flambeau. Je lui ai moi-même demandé de réfléchir et de se préparer à cette éventualité. Maintenant, c'est dit. C'est de l'intégration, donc. Cette clarification change-t-elle quelque chose à la ligne politique ou à la stratégie du Rassemblement national ? Oui, confirmer l'hypothèse Bardella n'est pas neutre, car sur le fond, le président du parti fait clairement évoluer la ligne du RN, notamment sur les questions économiques. Deux signaux récents sont significatifs. D'abord, ne pas se joindre à la censure sur la retraite, ça n'est pas fait pour sauver Bayrou, mais juste pour donner des gages de sérieux au milieu économique encore rétif au RN, tout comme d'ailleurs la conversion récente, on en avait parlé la semaine dernière, de la règle des 3% de déficit. Deuxième signal, tactique celui-là, la participation de Jordan Bardella au sommet des libertés qui était organisé mardi au Casino de Paris, notamment par le JD News et par le Cercle Périclès, un groupe de réflexion qui appartient au groupe Sterrin. Ce sommet promeut l'union des droites et Bardella y a côtoyé Marion Maréchal, Sarah Knafo ou Éric Ciotti. Or, on le sait, l'union des droites, Marine Le Pen n'a jamais voulu en entendre parler. Alors tout ça est peut-être l'amorce d'un mouvement qui vise un virage plus net du RN en vue bien sûr de 2027. C'était l'éditorial de Guillaume Tabar. Vous le retrouvez en vidéo sur lefigaro.fr, sur la chaîne YouTube de Radio Classique, de même que l'entretien qui va suivre avec l'invité de la matinale. Son film Notre guerre sera diffusé sur France 5 dimanche soir à 21h. Bernard-Henri Lévy raconte la guerre en Ukraine telle qu'il l'a vue en se rendant sur place aux côtés des soldats. Bernard-Henri Lévy, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. On va parler de ce documentaire dans un instant. Mais avant cela, il y a eu hier un sommet de l'OTAN. Donald Trump a fini par s'entretenir un peu moins d'une heure avec le président Zelensky, le président ukrainien, qui veut lui acheter des armes de défense antiaérienne, des Patriot 2, les fameux missiles. Trump a indiqué que ce serait pas simple. Que pensez-vous de la tournure prise par le soutien américain à l'Ukraine ? C'est pas bien de répondre ça parce que c'est simple. Les Américains ont les patriotes. Ils savent que ça sert à sauver des vies, que ça sert, comme le dit Zelensky depuis le début de la guerre, à fermer le ciel. Et qu'il ait répondu ça, c'est moche. Donald Trump, Bernard-Henri Lévy, le soutien qu'il apporte à Israël contre l'Iran, comparativement, il semble beaucoup moins disposé à l'apporter à l'Ukraine. Ça vous désole ? Oui, ça me désole pour les Ukrainiens d'abord, mais pour nous aussi.
parce que mon film s'appelle Notre guerre, c'est pas pour rien. Je pense vraiment que je veux pas employer des grands mots, mais notre futur, notre destin, notre futur se joue là, dans cette guerre d'Ukraine, selon que Poutine gagne ou que Zelensky gagne. Notre économie, nos valeurs, l'ordre du monde, tout ça, et se joue en ce moment sur ce champ de bataille ukrainien que je connais franchement maintenant pas mal, après ce 4e film. Et c'est une guerre, elle aussi, existentielle. On a beaucoup abusé du mot récemment, à juste titre d'ailleurs. L'Iran, guerre existentielle, l'Iran-Israël. Eh bien, la guerre en Ukraine, elle est aussi existentielle pour les Européens, les Occidentaux. On va en parler dans un instant de la guerre en Ukraine, et vous parlez de guerre existentielle en Iran, en tout cas pour ceux qui la font, c'est-à-dire les États-Unis et Israël. Est-ce que vous souhaitez un effondrement du régime iranien par ses causes extérieures, par la guerre, ou est-ce que vous dites qu'il faut laisser les Iraniens choisir leur destin et changer de régime le cas échéant? Je serais heureux que le régime iranien s'effondre, et je suis pour qu'on aide les Iraniens à le faire tomber. Voilà, qu'on aide les Iraniens à les faire tomber. Ça veut dire que Israël et les États-Unis mènent une guerre juste, si on peut appeler ça une guerre, parce que l'objectif n'est pas de faire tomber le régime iranien a priori. C'est une guerre, elle est juste. Son objectif est de faire tomber le régime iranien, et la sagesse des Israéliens et de dire, c'est toutes les déclarations du Premier ministre, que tout cela n'a de sens que en amitié, en solidarité, en sympathie, en soutien au peuple iranien. Bernard-Henri Lévy, vous avez signé en 2020 dans Paris Match une série de reportages sur les guerres oubliées. Alors il y avait le Sud-Soudan, le Burundi, le Sri Lanka, l'Angola. Est-ce que vous avez le sentiment que l'Ukraine est une guerre qu'on est en train d'oublier? Oui, on est en train de l'oublier. Elle faisait la une des écrans, des plateaux, et puis d'un seul coup, elle est en train de tomber dans une sorte de trou noir. C'est la cruauté de l'histoire universelle hegelienne revue par la société du spectacle. Vous savez, il y a un faisceau de lumière qui se braque quelque part, qui éclaire la scène, et puis d'un seul coup, le faisceau se déplace, et il laisse la scène dans la nuit. C'est ce qui est peut-être en train d'arriver à l'Ukraine. Pourtant, il y a 3 jours, on a dit, voilà, il y a eu des morts à Dnipro. Ouais. Les médias tiennent la chronique de ce conflit. Il y a même une chaîne d'information qui s'est fait la spécialité de suivre ce conflit. Est-ce que c'est pas dans les cœurs qu'on oublie les guerres? Voilà, parce que vous l'avez dit. Mais est-ce qu'on vous a entendu? Je suis pas sûr. Donc c'est dans nos cœurs à nous, c'est dans nos esprits, une espèce de zapping comme ça qui s'opère dans nos têtes et qui fait que, alors il y a une logique très complexe à tout ça, mais c'est ainsi. Et il faut, je crois, moi, lutter de toutes ses forces, chacun d'entre nous, pour empêcher cela. Et les médias, en effet, ici par exemple, vous le faites, LCI le fait admirablement, France Télé, je leur suis immensément reconnaissant de diffuser ce film en prime time dimanche. 21h, c'est un film difficile, compliqué, il y a des images de guerre, il y a des images affreuses, il n'est pas recommandé au moins de 10 ans, je crois, ce sera marqué, on voit des choses... Et 10 ans, c'est encore jeune, hein, parce qu'il y a vraiment des images... Enfin, il est très anxiogène, on voit des cadavres... il est anxiogène, on voit des cadavres, on voit des combats, on voit cette horreur que sont les enfants volés d'Ukraine. J'allais vous poser la question. Voilà des enfants dont on ne parle pas. Vous êtes allé à la rencontre d'ados et de très jeunes enfants. Alors, évidemment, les jeunes enfants reviennent par des filières clandestines et vous le dites par la bonne volonté de Juste, qui sont en Russie ou à la frontière et qui ont soustrait ces enfants enlevés à la Russie pour les faire revenir dans leur pays où ils avaient été kidnappés, disons les choses. Et puis, il y a peut-être plus horrible encore, ce sont des jeunes gens vers 13-14 ans, enlevés au début du conflit de leur Ukraine natale, formés militairement en Russie et renvoyés sur le front. Voilà. Ça, c'est une révélation que fait le président Zelensky dans mon film, dans le film que j'ai réalisé avec Marc Roussel, Notre guerre. Il fait cette révélation. J'avais très peu entendu parler de ça, c'était une sorte de rumeur urbaine mondiale, et là, de manière très précise, il décrit ce que vous venez de dire, c'est qu'il dit au fond que Poutine fait avec les enfants ce que faisait Daesh à l'époque de l'État islamique
avec ce qu'il appelait, rappelez-vous, les lionceaux du califat. C'est-à-dire, Daesh, il prenait des enfants yézidis, des enfants kurdes ou des enfants arabes, il les arrachait à leur famille et il les renvoyait au front pour tuer les leurs. C'est ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Les nouveaux lionceaux du califat, ils sont formés par Poutine, armés par Poutine, brainwashés par Poutine. Et ça, Zelensky donne un chiffre qui est un chiffre minimal, le chiffre vraiment documenté par les services ukrainiens qui est de 20 000. 19 000, je crois, 956. Il est certainement bien supérieur à cela, et c'est le scandale le plus ignoré de cette guerre en train de tomber dans l'oubli. Des dizaines de milliers d'enfants qu'on va chercher dans les villages, qu'on enlève, dont on change le nom, on leur donne une nouvelle identité, on les met au fin fond de la Russie, dans des maisons de redressement, dans des camps militarisés, dans des familles d'adoption, et on en fait des petits Russes. Alors, pas par cruauté, naturellement, c'est une espèce de variante horrible. Ça participe de la guerre psychologique. À l'histoire de l'infamie, ça participe de la guerre psychologique, mais ça participe aussi de quelque chose que disent les Ukrainiens depuis le début, qui est que il y a une vraie volonté d'annihilation de la nation ukrainienne chez Poutine. C'est pas une guerre normale, c'est pas une guerre de territoire. Il y a chez les Russes cette idée, vraiment, que l'Ukraine n'existe pas. Et comme elle n'existe pas, elle ne doit pas exister. Et donc elle doit être conquise et annexée. Alors il dit ça aujourd'hui sur l'Ukraine. Il le dira peut-être un jour sur tel ou tel pays balte, ça commence à se murmurer. Il le dira sûrement un jour sur une partie de la Pologne, et ainsi de suite. Ou de la Géorgie. Oui, donc il y a, dans cette histoire d'enfants, elle est horrible, parce que des dizaines de milliers d'enfants, qui ne sont pas des enfants perdus. On connaît dans toutes les guerres les récits d'Isaac Babel en 1917, les enfants perdus des guerres. Mais ça, c'est pas ça. C'est des enfants volés. Donc c'est horrible. Et puis, il y a quelque chose de génocidaire dans cette entreprise-là, cette russification des âmes innocentes. On vous suit dans ce documentaire, Bernard-Henri Lévy, Notre guerre, sur le terrain. Et une fois de plus, et on le dira jamais assez, parce que ça doit marquer les esprits, on vous voit dans la tranchée, les pieds dans la boue, et puis juste après, on ouvre une porte et on se retrouve dans une pièce où il y a des écrans partout. On est entre 14-18 et la guerre du futur. C'est ça la guerre d'Ukraine, c'est à la fois les drones, l'intelligence artificielle qui permet de quadriller des territoires entiers pour se protéger des drones, et en même temps des gars qui sont derrière des gros canons, parfois des canons français, des canons César, et qui tirent leurs obus avec les filets, les tranchées, la boue, le froid. Exactement, c'est vraiment les deux. C'est Henri Barbus et Maurice Genevoix d'un côté, la vieille littérature de guerre de 1914, Le Feu d'Henri Barbus, d'un côté ça, et c'est la guerre des étoiles ou les films de science-fiction qu'on voyait il y a 20 ou 30 ans auxquels on ne croyait pas, c'est-à-dire une guerre sans contact, où depuis des écrans d'ordinateur, des soldats geeks, et ça c'est une scène du film d'ailleurs que j'ai hésité à monter et à montrer, où on voit des soldats geeks qui tuent un Russe à quelques kilomètres d'eux par quelques clics d'ordinateur. Voilà. Ça, c'est la guerre des drones. C'est-à-dire le type l'homme est repéré, identifié, visé, tué, sans qu'il y ait de contact. Et ça, c'est une scène, je peux dire, j'ai fait quelques reportages de guerre. Ce que vous évoquiez tout à l'heure, d'ailleurs, c'est plutôt dans le monde, mais j'en fais désormais beaucoup pour Paris Match. Vous en avez fait 4 sur l'Ukraine. Voilà, oui. Et donc j'ai vu beaucoup de guerres abominables, et je compte encore en vrai. Mais ça, un mort sur ordonnance, un mort par clic, un mort parce que un programme d'ordinateur le décide, je dois dire, c'est quelque chose d'assez horrible. Et la guerre d'Ukraine, c'est les deux à la fois. Est-ce que ça vous a fait plus peur que le fait de vous exposer physiquement? Parce que c'est la signature des documentaires de BHL. On voit BHL, et on voit BHL à la ville comme à la campagne, et à la guerre comme à la ville. Ça fait partie du narratif. Est-ce que vous avez eu peur plus de la technologie de cette guerre et du côté froid, ou est-ce que vous avez eu peur pour vous quand les obus tombent pas loin? C'est deux peurs différentes. Quand les obus tombent pas loin, en effet, il y a trois moments dans le film où cela arrive. C'est une autre sorte de peur. C'est une peur un peu animale que ressent tout être humain depuis, pour le coup, la nuit des temps. L'autre chose, la guerre technologique, c'est pas la même peur. C'est une sorte d'effroi devant ce que le monde moderne est en train de nous réserver. C'est-à-dire que demain, un missile russe ou iranien pourra tenter de viser n'importe lequel d'entre nous
pas sur le front ukrainien, mais peut-être dans une villégiature européenne. Ça, c'est une autre sorte d'effroi, c'est un effroi intellectuel devant la tournure que prend la modernité. Bernard-Henri Lévy, un dernier mot. Il y a ce que vous avez vu sur le terrain, la résolution des soldats, leur force. En tout cas, ce qu'on a bien voulu vous en montrer aussi, parce que vous étiez accompagné. Et puis, il y a le déséquilibre des forces. Comment l'Ukraine peut-il tenir avec une Amérique versatile et une Europe affaiblie? Il y a de quoi être pessimiste. Pas du tout. C'est pas une question de tenir. L'Ukraine doit gagner. Elle doit gagner. Pour nous tous, pour qu'on évite à quelques-uns des cauchemars que nous avons évoqués dans notre conversation, elle doit gagner. Et gagner, pardon, mais ça veut dire gagner militairement. Et elle en a les moyens. Si Donald Trump livrait les patriotes que lui demande Zelensky, si Macron tient les promesses qu'il fait, et qu'il fait dans mon film, si l'Europe se mobilise, l'Ukraine peut gagner parce qu'elle a l'arme essentielle dans toute guerre. C'est pas la quincaillerie, c'est pas les armes, c'est le moral, c'est le mental des soldats, c'est savoir pourquoi on se bat, c'est savoir qu'on défend une patrie, c'est savoir qu'on défend des valeurs, c'est savoir qu'on porte l'étendard de l'Europe. Ça, c'est les Ukrainiens. Quand on a ça, plus les armes, eh ben on gagne. Bernard-Henri Lévy, merci. Notre guerre, c'est sur France 5 dimanche à 21h. Et ce sera visible aussi en ligne et en replay sur france5.fr. Et je vous signale aussi que le numéro 19 du très beau trimestriel Légende fait en ce moment la une avec Volodymyr Zelensky. Bernard-Henri Lévy, merci. Merci David Abiquière, merci. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et Notre Esprit Libre à 8h40. C'est Franz-Olivier Gisbert, Radio Classique.